Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un destin hors du commun, un destin, pourrait-on dire, à plusieurs dimensions que nous allons évoquer ce soir. Le destin d'un homme qui, en tant que témoin et en tant qu'acteur, a été mêlé très étroitement à l'un des chapitres les plus douloureux de l'histoire de ce temps. Le destin d'Albert Speer, qui fut l'architecte d'Adolf Hitler, son intime, le ministre de l'armement du Troisième Reich, jusqu'à l'écrasement de ce dernier en 1945. Albert Speer, je tiens tout de suite à préciser que le propos de notre émission n'est pas de retracer toute l'histoire du nazisme hitlérien, mais à travers vos souvenirs, à travers vos témoignages, à travers votre expérience, d'éclairer quelques aspects de ce qui fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de ce temps, voire de l'histoire de l'humanité tout entière. Vous êtes le seul survivant qui, ayant la connaissance intime des faits, peut aujourd'hui, à visage découvert, porter témoignage. Vous avez d'ailleurs écrit vos mémoires qui ont paru aux éditions Fayard sous le titre « Au cœur du Troisième Reich ». Eh bien, premier chapitre de notre émission, ensemble, nous allons regarder les principales étapes ponctuées de documents inédits de votre carrière et de votre vie. Heidelberg, au bord du Neckar. C'est l'Allemagne romantique des châteaux en ruine et des promenades dans la forêt. Depuis le début du siècle, Heidelberg est une ville calme et prospère qui a passé presque intacte à travers les guerres et les révolutions. C'est à quelques kilomètres d'ici, à Mannheim, que naît en 1905 Albert Speer, le troisième fils d'un architecte prospère. Il a 13 ans lorsque sa famille emménage dans la maison d'été de Heidelberg. Au lycée comme à la maison, le jeune Albert apprend que le pouvoir et l'autorité respectent l'ordre voulu par Dieu. Pourtant, l'Allemagne est ruinée par l'inflation. En 1923, un déjeuner vaut 10 milliards de marks, un litre de lait, un demi-million. Nazis et communistes s'affrontent dans la rue. Les troupes de choc d'Hitler sentent le pouvoir à leur portée. Albert Speer vit très loin de cette agitation. Il a décidé d'être architecte, comme son père. Avec celle qui va devenir sa femme, il cherche l'union avec la nature, pour fuir un monde qui s'écroule. Hitler, lui, poursuit sa marche vers le pouvoir. Pour des millions de jeunes Allemands, le national-socialisme devient un idéal, Hitler un exemple à suivre. Pour Albert Speer, c'est la révélation. La première fois qu'il entend parler Hitler, il est fasciné par sa voix et séduit par l'ordre nouveau. Lui, le fils de grand bourgeois, il rompt avec la tradition libérale des Speer, il renie même ses idéaux et ses maîtres. En janvier 1931, Albert Speer adhère au Parti national-socialiste. Il lui doit ses premières commandes, quelques travaux de peinture. Deux ans plus tard, Hitler est au pouvoir. Premier honneur, Speer est chargé des décors pour le premier congrès nazi. Hitler le prend sous sa houlette. Unsere Generation hat die Vorsehung auserlesen. Großes an unserem Volk zu erleben und Größeres noch
an ihn zu gestalten. Ihr seid nun die Zeugen geworden eines großen geschichtlichen Vorgangs, der sich oft in Jahrhunderten nicht wiederholt. Ihr seid selber in diesen Jahren Kämpfer gewesen für dieses neue, größere Deutschland. Unermesslich sind die Aufgaben, die uns gestellt sind. J'étais fasciné par l'impétuosité des hommages qu'on lui rendait. Mais ce qui me subjuguait encore davantage, c'était de pouvoir, quelques minutes ou quelques heures après, m'entretenir avec l'idole de tout un peuple, de plans et d'esquisses, d'être à côté de lui au théâtre, ou de manger des raviolis en sa compagnie à l'Osteria. J'étais maintenant totalement sous le charme de Hitler, enchaîné à lui sans condition ni réserve, prêt à le suivre n'importe où. Le jeune architecte grimpe 4 à 4 les marches du succès. En 1934, il construit à Nuremberg un monument gigantesque destiné au congrès nazi. C'est Speer aussi qu'Hitler charge de réaliser l'esplanade où se dérouleront les grandes parades du Troisième Reich. Albert Speer est devenu officiellement l'architecte d'Hitler. Il a 28 ans. En même temps, Speer accède au cercle des intimes d'Hitler. Il dîne à sa table, il participe aux soirées au coin du feu, il est même invité dans la retraite du Nidaigle à l'Obersalzberg. Le seul souvenir qui me reste de la vie de société à l'Obersalzberg est celui d'un vide singulier. Il ne reste pas grand-chose des innombrables propos tenus dans le pavillon de thé. Il portait sur des questions de mode, d'élevage des chiens, de théâtre, de cinéma, sur l'opérette et ses vedettes, ou détaillait à l'infini la vie de famille d'autrui. C'est à peine si, dans ce cercle d'intimes, Hitler évoqua quelquefois la question juive, ses adversaires politiques à l'intérieur, ou même la nécessité de construire des camps de concentration. Ce silence provenait peut-être plus de la banalité de la conversation que d'une intention délibérée. Contre ses collaborateurs, en revanche, il exerçait souvent sa verve caustique. La haine que Hitler portait aux Juifs me semblait à l'époque aller tellement de soi qu'elle ne fit pas grande impression sur moi. Je me sentais l'architecte de Hitler. Les événements de la vie politique ne me concernaient pas. Je ne faisais que leur fournir des décors impressionnants. Voici, imaginé et réalisé par Albert Speer, les décors et la mise en scène du congrès de Nuremberg en 1934. Encadré par Himmler et par Ley, chef du Front du Travail, Hitler célèbre la grande fête nazie.
Vor Jahresfrist gab der Führer den Befehl, zwischen Wilhelmplatz und Hermann-Göring-Straße in Berlin ein neues Repräsentationshaus für die Staatsführung des Dritten Reiches zu schaffen, und 9 Monate nach seinem Beginn war der Bau vollendet. In mehr als 400 Meter Frontbreite stand in der Vossstraße dieser repräsentative Großbau, ein Symbol der Macht und der Stärke des Großdeutschen Reiches. La chancellerie du Reich, construite par Albert Speer pour Hitler, telle qu'elle fut présentée par la propagande allemande. Hier ist das Arbeitszimmer des Führers. Hier der Saal, in dem das Reichskabinett seine Sitzungen abhält. Pour orner la chancellerie d'Hitler, Speer choisit l'un des plus célèbres sculpteurs allemands, Arno Breker. Breker raconte sa première rencontre avec Speer. Quelle impression est-ce que vous avez eue de lui la première fois? C'est un homme qui savait qui il est, n'est-ce pas? Il est plein de lui, mais pas un crâneur, si vous voulez, n'est-ce pas? Parce qu'il était sûr de sa force, n'est-ce pas? C'est un homme certainement un des meilleurs que dans l'équipe de l'Allemagne. Il était autoritaire? Oui ou non, n'est-ce pas? Mais il n'était pas autoritaire par vice, si vous voulez, n'est-ce pas? On pouvait très bien s'entretenir avec lui. On pouvait discuter les choses. Moi aussi, je m'enivrais à l'idée de créer, à l'aide de dessins, d'argent et d'entreprises de bâtiments, des témoins de pierre pour une histoire future et d'espérer de mon vivant une renommée millénaire. Je communiquais mon enthousiasme à Hitler quand je pouvais lui démontrer que nous avions battu, au moins au plan des dimensions, les œuvres les plus fameuses de l'histoire humaine. Ces maquettes démesurées, c'est Berlin, redessiné par Speer pour la gloire d'Hitler, qui en a lui-même esquissé les grandes lignes. Une avenue de prestige, 2 fois plus longue que les Champs-Élysées. À une extrémité, une gigantesque salle de réunion où 150 000 personnes auraient pu trouver place debout. À l'autre extrémité, un arc de triomphe de 120 mètres de haut, 2 fois celui de l'Étoile à Paris. Speer a les pleins pouvoirs pour réaliser ces plans colossaux qui auraient coûté 30 milliards de francs. Il discute d'égal à égal avec Hitler qui reporte sur lui ses rêves d'architecte ratés. Speer fait même construire des façades grandeur nature pour juger sur pièce. So werden die Fassaden der neuen Häuser aussehen. In Anwesenheit des Generalbauinspekteurs Professor Speer und des Stadtpräsidenten Dr. Lippert legt der Reichsorganisationsleiter Dr. Ley den Grundstein. Albert Speer fait maintenant partie des dirigeants du Reich, comme Göring et sa femme.
la veuve du maréchal Göring se souvient de sa première rencontre avec l'architecte d'Hitler. Ich weiß, wie mir vorgestellt wurde, dachte ich, Gott, das ist sicher ein netter Mensch. Er machte den Eindruck eines Herrn, muss ich sagen. Aber er war kein musischer Mensch, hatte ich das Gefühl. Er machte immer einen etwas trägen Eindruck eigentlich, etwas gelangweilten Eindruck. Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Mai 1940, la Hollande et la Belgique sont à leur tour écrasées. L'armée française bat en retraite. Un mois plus tard, la France signe l'armistice de Compiègne. La croix gammée flotte sur la moitié de l'Europe. Trois jours après l'armistice, à l'aube, Hitler visite Paris incognito. Pour le guider dans ce voyage culturel, il a choisi Albert Speer, son architecte, et Arno Breker, son sculpteur. Hitler commence par l'opéra, son édifice préféré. Il en connaît les plans par cœur. Ce jour-là, le Führer est au sommet de sa gloire. Il réalise le vieux rêve des empereurs allemands, visiter Paris en vainqueur. Ce sera sa première et sa dernière visite. Ce qui fascine surtout Hitler à Paris, c'est l'architecture colossale, comme celle de la Madeleine. Dès sa jeunesse, il a étudié à fond les plans de Paris. Hitler affirme même qu'il connaît Paris comme s'il y avait vécu. Au début de Champs-Élysées, désert, Hitler s'arrête longuement. C'est là qu'il voulait organiser le défilé de la victoire. Pour Albert Speer, lui aussi, cette visite de Paris est un pèlerinage triomphal. Il est à l'apogée de sa gloire d'architecte. Jamais personne ne sera plus intime que lui avec Hitler. À 35 ans, Speer est le confident, le disciple, presque le fils spirituel du Führer. C'est à lui que Hitler a confié la grande mission architecturale, faire de Berlin une capitale plus grande et plus belle que Paris. Après 3 heures de visite, Hitler quitte Paris. Le soir même, il ordonne à Speer de reprendre la construction du nouveau Berlin. Les travaux ne cesseront qu'en 1943. Hitler avait une grande faiblesse pour Speer, une grande admiration. Et cette admiration allait si loin que je suis sûr, si la situation aurait changé autrement et Hitler disparu par une mort naturelle ou comme vous voulez, n'est-ce pas, Speer serait certainement arrivé à sa place. Je suis convaincu de cette situation, n'est-ce pas, et ça aurait changé pas mal de choses. À Lisbonne, le général Carmona, chef de l'État portugais, inaugure en compagnie du professeur Albert Speer l'exposition de l'architecture allemande. Cette
station où se trouvent réunies de nombreuses maquettes donne une vue d'ensemble du vaste plan des constructions officielles actuellement en voie de réalisation en Allemagne. Mais la guerre continue. Pour la première fois, Hitler est tenu en échec dans la bataille d'Angleterre. L'Angleterre dessert l'étreinte du blocus. Juin 41, Hitler attaque l'Union soviétique. Les chars allemands foncent vers Moscou. L'Europe entière bascule dans la guerre. Pour des millions d'hommes, c'est le début d'un cauchemar qui va durer 4 ans. La faim, l'occupation, la déportation. Pour Albert Speer, c'est le début d'une nouvelle carrière. En janvier 1942, il succède à Todt comme ministre de l'Armement, investi des pleins pouvoirs par Hitler. Il a 37 ans. Im Führerhauptquartier. Neben dem Führer der Reichsarbeitsführer Konstantin Hirl. Der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Professor Albert Speer, meldet sich beim Führer. Unter der persönlichen Initiative des Reichsministers entstanden bis heute nicht weniger als rund 2500 neue Rüstungswerke aller Art. Sie wurden in den verschiedensten Gauen des Reiches errichtet. In einem Teil der mächtigen Werkhallen ist die Arbeit bereits angelaufen. Andere stehen bereit zur Aufnahme der Maschinen. En quelques semaines, Speer relance l'industrie de guerre. Aus diesem glühenden Stahlblock wird eine Fliegerbombe. Der Lochdorn gibt die erste Form. Bombe in der Ziehpresse. Anwärmen zur weiteren Bearbeitung. Bombenrohlinge. Les résultats obtenus par Speer sont étonnants. En 6 mois, de février à août 1942, la production allemande d'armement progresse de 27%. Pendant la même période, la production de munitions s'accroît de 97%. Le nouveau ministre de l'Armement peut décorer les industriels méritants. Dr. Ley spricht. In seiner Rede wies er auf die übermenschlichen Leistungen unseres Ostheeres hin und rief die Heimat, das werktätige Volk, die Betriebe und alle deutschen Menschen auf, diesem Beispiel nachzueifern. Im Mittelpunkt stand die Ehrung verdienter Führer der deutschen Wirtschaft und Industrie. Zu Pionieren der Arbeit wurden ernannt Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident Walter Funk, ferner der Schöpfer der in vielen Einsätzen hervorragend bewährten Heinkel-Flugzeuge, Professor Dr. Ernst Heinkel und Professor Dr. Ferdinand Porsche, der Konstrukteur des in der Kälte des Ostens wie in der Hitze Afrikas besonders bewährten Volkswagens. Eine Reihe von deutschen Betrieben wurde die Auszeichnung Kriegsmusterbetrieb verliehen. Sie haben das Recht, in ihrer Fahne das Kriegsverdienstkreuz zu führen. Während der Soldat draußen in erbitterten Kämpfen die Front hält, arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition,
und wieder Waffen und wieder Munition. Mais l'industrie de guerre manque de bras. Speer ordonne qu'on en réquisitionne dans les pays occupés par l'Allemagne. Ceux qui cherchent du travail en trouveront en Allemagne, peut-on lire sur les murs des villes françaises. Des ouvriers spécialisés actuellement en chômage se font inscrire auprès des services officiels afin d'aller gagner leur vie et celle de leur famille outre-Rhin. Actuellement, environ 50 000 ouvriers français travaillent momentanément en Allemagne et touchent ainsi un salaire élevé pour leur catégorie. Voici un groupe d'ouvriers s'apprêtant à suivre cet exemple et s'inscrivant à l'Office du travail allemand du Quai d'Orsay. Sur le quai de la gare au moment du départ. Ceci permet non seulement d'alléger sensiblement les crédits de secours accordés par l'État français, mais aussi de donner aux ouvriers l'occasion d'apprécier la valeur des institutions nationales socialistes allemandes. Le train roule vers l'Allemagne. Dans la première gare allemande, distribution de nourriture. Pourvu de tous les perfectionnements sanitaires, voici l'usine. Quand ces ouvriers reviendront en France, ils garderont de leur voyage en Allemagne le souvenir tant du standard de vie que des bonnes conditions de travail et enfin de l'accueil amical et de vraie camaraderie que leur réservèrent les ouvriers allemands. La réalité est un peu différente. 9 millions d'ouvriers étrangers sont déportés vers les usines d'armement du Reich. Des milliers d'entre eux n'en reviendront jamais. Speer réclame sans cesse de la main-d'œuvre. Les S s'en trouvent à bon marché dans les camps de concentration. La machine nazie organise l'univers concentrationnaire. Les femmes, les enfants et les vieillards, inaptes au travail forcé, sont dirigés vers les camps de la mort. Les Juifs, les Tziganes et les Slaves, considérés comme races inférieures, sont systématiquement exterminés dans les chambres à gaz ou à la potence. Des millions d'hommes sont ainsi massacrés au nom de la supériorité raciale et de l'efficacité nazie. Sur le mur du camp de Buchenwald, cette affiche: Le chemin vers la liberté passe par l'obéissance, le zèle, la probité, l'ordre, l'esprit de sacrifice et l'amour de la patrie. Le travail, c'est la liberté, proclament les nazis à l'entrée des camps de concentration. Mais pour ceux qui ont échappé à la chambre à gaz, commence l'extermination par le travail. L'Allemagne tout entière devient une immense usine. Des millions de déportés et de prisonniers de guerre remplacent les ouvriers allemands qui combattent au front. Pour produire toujours davantage, Albert Speer demande en avril 1943 l'appui de Himmler.
À Himmler, chef SS du Reich et chef de la police allemande. Chers camarades de parti, j'ai fait examiner la nécessité de construire une voie ferrée pour l'usine d'armement de Buchenwald. Après enquête sur place, la construction de cette voie s'avère indispensable. Heil Hitler, votre Speer. Albert Speer affirmera lors du procès de Nuremberg qu'il ignorait ce qui se passait réellement dans les camps de concentration. L'un de ceux qui l'ont fait condamner explique. Jemand, der nichts gehört hat, ist entweder ein Lügner, denn das gab's nicht. Das kann mir keiner weismachen. Er war als Reichsminister, nein? Ja, oder etwas anderes. Er will es nicht wissen. Er verdrängt es hundertprozentig. Aber der es hundertprozentig verdrängt, verdrängen kann man ja auch nur etwas, vor dem man Angst hat, was man weiß. Also wenn Speer sagt, er hat es verdrängt und er hat es abgeschoben und so weiter, dann bin ich der Meinung, dass das einfach eine andere Art und ein verklausuliertes Zugeben eben doch von einem Wissen ist. À Stalingrad, en janvier 1943, la 6e armée allemande est anéantie par les Russes après des semaines de siège. C'est le tournant de la guerre. Le frère aîné de Speer disparaît dans l'enfer de Stalingrad. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unser beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili. Pour le Troisième Reich, c'est le début de la fin. La campagne de Russie se termine en désastre. En battant en retraite, les SS sèment la terreur. Des villages entiers sont rasés, leurs habitants sauvagement massacrés. À l'ouest, sous la direction de Speer, l'Allemagne termine la construction du mur de l'Atlantique. On achève la construction d'un fort gigantesque dont le blindage pourra résister aux obus de tout calibre. À Noël 1943, Albert Speer inspecte les positions allemandes au nord de la Finlande. Il organise une fête pour remonter le moral des ouvriers et des soldats du Grand Nord. Inlassablement, il stimule les énergies et réclame de nouveaux efforts dans la production de guerre. Arbeitstagung der deutschen Rüstung. Reichsminister Speer hat die führenden Männer der Rüstung zusammengerufen. Reichsminister Speer spricht. In seiner Rede gibt er ein umfassendes Bild über die Gesamtlage der deutschen Kriegsproduktion. Auf diesen Tagungen werden gemeinsam mit bewährten Truppenoffizieren und führenden Männern der einzelnen Waffengattungen die Bedürfnisse der Front und die Erfahrungen der Rüstungsindustrie behandelt. Rechtsgeneralfeldmarschall Milch.
Professor Porsche, Generalmajor Galland. Vorführung neuartiger Munition. Il a fait un pas décisif dans la direction de la liberté en donnant toute la responsabilité aux mains de l'industrie même. Il ne dirigeait pas l'industrie, proprement dit, n'est-ce pas? Il n'y a aucune tension vers le socialisme, comprenez? N'est-ce pas? Il a donné la liberté absolue dans les affaires industrielles et ça a donné un résultat sensationnel. L'Allemagne honore le travail. À la grande chancellerie du Reich, le maréchal Göring, le maréchal Keitel et monsieur le ministre Speer vont agrafer la croix du mérite sur la poitrine de plusieurs centaines de paysans et d'ouvriers. Un vieux contremaître reçoit à son tour la croix des mains d'un simple caporal décoré lui-même de l'ordre de la Croix de Fer. Honorant toute une vie de labeur, une compagnie d'honneur présente les armes aux nouveaux chevaliers. L'Allemagne rend ainsi hommage à ses ouvriers et à ses paysans. Sous l'impulsion de Speer, le Troisième Reich met au point les nouveaux chars Tigre. Le ministre de l'Armement tient à les essayer lui-même. Jusqu'en 1942, j'eus le sentiment que ma vocation d'architecte me permettait de prendre conscience de ma valeur indépendamment de Hitler. Mais entre-temps, j'avais pris goût à la griserie que procure l'exercice du pouvoir. Introniser des hommes dans leurs fonctions, disposer de milliards, décider de questions importantes, tout cela me procurait une satisfaction profonde à laquelle j'aurais eu de la peine à renoncer. Dès 1942, les Alliés bombardent massivement les villes allemandes et les usines d'armement. La progression est terrifiante. En 1942, 40 000 tonnes de bombes s'abattent sur l'Allemagne. 120 000 tonnes en 1943. 650 000 en 1944. Enfin, 500 000 tonnes de janvier à avril 1945. L'un des généraux allemands qui ont collaboré avec Speer se souvient, Adolf Galland, l'as légendaire de la Luftwaffe. Ich wurde informiert, dass der Angriff der 8. US Air Force mit etwa 800 Bombern und der entsprechenden Anzahl Jäger gegen Berlin ging. Und ich wurde auch informiert, dass sie in der Höhe Magdeburg standen bereits. Und Speer sagte, wollen wir uns das nicht mal vom Flakbunker aus ansehen? Flakbunker im Zoo. Das ist ein bisschen spät. Ja, warum spät? Ja, wir müssen unter dem ganzen Bomberstrom durch. Der wird bis dahin Berlin erreicht haben. Und da sagt er, macht Ihnen das was aus? Ich sage, Minister, wenn es Ihnen nichts ausmacht, macht es mir auch nichts aus. Also fahren wir. Dann sind wir buchstäblich mit seinem offenen Wagen, es hätte nichts ausgemacht, wenn er geschlossen gewesen wäre. Die Bomben wären sicher durchgegangen. Aber
In dem offenen Wagen konnten wir den ganzen Bomberstrom vor uns sehen und über uns wegrauschen sehen. Und da sagte der Speer, das sind aber stramme Burschen. Haben Sie Angst? Ich sage, ja. Sie auch? Und er sagte, ist egal. Das war Speer. Albert Speer est alors au sommet de son pouvoir. L'armée, l'aviation et la marine dépendent de lui pour leur armement. Mais Speer sait que l'Allemagne a perdu la guerre. Il a déjà calculé que, faute de matières premières, toute résistance aura cessé avant la fin de 1945. Sans l'énergie de Speer, le Troisième Reich serait déjà à genoux. J'ai l'impression que cette course désespérée que je menais avec le temps, ce regard de possédé que je gardais perpétuellement fixé sur les chiffres de la production et les courbes de rendement, avait étouffé en moi toute considération et tout sentiment humain. Un historien américain a dit de moi que j'avais préféré les machines aux hommes. Il n'a pas tort. Jusqu'à la fin, Albert Speer galvanise les industriels et les ouvriers allemands. Même sous les bombes, même sans espoir de vaincre, il veut que la machine de guerre continue à produire. Et la production de guerre continue. Les résultats obtenus par Speer vont stupéfier le monde. De 1941 à 1944, la production de guerre allemande s'accroît de plus du double. Elle passe de 100 à 232. Pendant la même période, la main-d'œuvre n'a augmenté que de 30%. Mais les médailles d'honneur ne masquent plus la réalité. Tous les hommes valides sont au front. Dans les usines d'armement ne restent plus que les prisonniers de guerre, les femmes, les vieillards et les enfants. Au fond, c'était un artiste qui Absolument, a fait de la politique sans le vouloir. Lui, écoutez, ne faisait pas la politique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans quel sens? N'est-ce pas? Les Alliés eux-mêmes rendent hommage au talent de Speer. Le journal britannique Observer lui consacre en avril 1944 un article intitulé « Albert Speer, dictateur de l'industrie nazie ». Hitler a décidé de précipiter le Troisième Reich dans le désastre. Il donne l'ordre de tout anéantir devant l'ennemi, de faire de l'Allemagne un désert. Speer refuse d'appliquer ces ordres insensés. Pendant 3 mois, il consacre tout son temps et toute son énergie à sauvegarder ce qui reste de l'industrie allemande. Alors qu'Hitler prépare son suicide, Speer organise déjà l'après-guerre. Das war vielleicht 6 Monate vor Schluss, kann auch 5 Monate gewesen sein, ich kann es nicht so ganz genau sagen. Da kam mein Mann, ich lag noch im Bett, kam zu mir rauf und sagte, eben war Speer hier. Mein Mann war ganz weiß im Gesicht. Sag ich, was ist denn los? Sagt er, ja, stell dir vor, Herr Speer hat zu mir gesagt, warum machen Sie das eigentlich noch, Göring? Ich täte das nicht mehr. Ich mache überhaupt nichts mehr, was mir der Führer sagt. Sagte mein Mann, ja, Herr Speer, dann würde ich in Ihrer Stelle hingehen und sagen, ich bin damit nicht einverstanden, was Sie tun. Bitte entlassen Sie mich aus Ihrem Dienst und ich möchte ins Ausland oder ich kann auch hier bleiben, aber ich möchte mit dem einen nichts mehr zu tun haben. Sie können doch kein irrsinniges Gehalt einstecken und die ganzen Befehle annehmen und sie einfach sabotieren. Das geht ja nicht. Nein, hat er gesagt, das tue ich nicht. Und dann hat er meinen Mann angeguckt und hat gesagt, oder werden Sie das jetzt dem Führer sagen? Nein, hat er gesagt, ein Denunziant bin ich nicht, Herr Speer. La dictature de Hitler
fut la première dictature d'un État industriel en cette période de technique moderne. Une dictature qui, pour dominer son propre peuple, se servit à la perfection de tous les moyens techniques. Grâce à des moyens techniques tels que la radio et les haut-parleurs, 80 millions d'hommes purent être asservis à la volonté d'un seul individu. Tout État au monde court aujourd'hui le danger de passer sous le règne de la terreur née de la technique. Mais dans une dictature moderne, cela me semble inéluctable. Par conséquent, plus le monde devient technique, plus il est nécessaire de lui faire contrepoids par l'exigence de liberté individuelle et de prise de conscience de l'individu. Quelques jours avant la chute de Berlin, Albert Speer revient une dernière fois au bunker où se terre Hitler. Il vient dire adieu au Führer qu'il a servi pendant 12 ans. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule sans condition. Pendant quelques semaines, Speer continue à être ministre dans le gouvernement fantôme de l'amiral Dönitz. Il est finalement arrêté par les Anglais. Cinq mois plus tard, Albert Speer est au banc des accusés au procès de Nuremberg. Avec Göring, Rudolf Hess et Ribbentrop, Speer est parmi les 21 dirigeants nazis qui ont à répondre des crimes commis par le Troisième Reich. Während der Nürnberger Prozesse hat er eigentlich eine ganz besondere Rolle gespielt. Er gehörte zunächst einmal nicht zu den Angeklagten, die man als tough bezeichnen würde, sondern er gehörte zu einer Gruppe, die nach außen hin ja schon etwas weniger belastet erschien. Und auf der anderen Seite log er ja nicht. Natürlich, wie jeder Angeklagte, versucht er seine Stellung zu verbessern. Aber die dummen und frechen Lügen und das Nichtwissen, das war ja bei ihm nicht vorhanden. Ich war immer der Ansicht, dass Speer durch seine Rolle als Technokrat, die man noch nicht so ganz klar erkannt hatte, seine Rolle eben doch eine viel gefährlichere war, in wirklichen, echten Sinne, als die Rolle eines kleinen Schlächters. Aber auch unter der Nürnberger Anklagevertretung hat man das eigentlich nicht so klar erkannt. Aber das ist ein Prinzip unserer Justiz überhaupt, dass der Kleine leichter fassbar ist und leichter verständlich ist, auch in seiner verbrecherischen Qualität, als ein Großer, als ein Technokrat, als der Mann, der die Fließbänder in Bewegung setzt. Je n'avais pas seulement pris part à une guerre dont nous n'avons jamais pu douter dans notre cercle d'intimes qu'elle ne servit des buts impérialistes. J'avais aussi permis, par mes capacités et mon énergie, de la prolonger de nombreux mois durant. Ceux qui ont jusqu'à maintenant dirigé l'Allemagne portent la responsabilité collective du destin qui attend le peuple allemand. Cette faute collective, chacun doit l'assumer pour sa part, de telle sorte que la faute qui autrement pourrait retomber sur le peuple allemand se trouve répartie sur ces individus. L'ex-ministre de l'Armement, Albert Speer, est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Speer ne pouvait ignorer qu'on employait des déportés du travail et des prisonniers de guerre dans les industries d'armement qu'il supervisait. Sentence, 20 ans de réclusion. Ces 20 ans de réclusion, Albert Speer va les accomplir jusqu'au dernier jour à la prison de Spandau, à Berlin. Les 7 condamnés du procès de Nuremberg y sont étroitement gardés par les vainqueurs. Pourtant, Speer réussit pendant 13 ans à écrire en secret ses mémoires. Le 1er octobre 1966, après 20 ans de réclusion, Speer est libéré.
l'ancien architecte, l'ancien confident, l'ancien ministre d'Hitler remercie ceux qui sont venus l'accueillir. Il commence une nouvelle vie. Voilà, Albert Speer. Est-ce que vous avez des remarques à apporter sur l'évocation de cette évocation de votre destin? Nous avons vu 12 ans de ma vie. J'étais 24 ans quand cela commençait. J'ai eu 40 ans quand toutes les choses sont passées. Et ces 12 ans étaient pleins d'erreurs. Je sais très bien maintenant que c'était justifié ce que j'ai dit au procès de Nuremberg, que ce n'est pas encore la responsabilité pour les ordres que j'ai donnés dans mon ministère, que ce sont aussi les ordres qui étaient donnés par Hitler dans un sens dans tous ces ordres. Et cette responsabilité, je pense, est à chacun de ces ministres. J'ai vécu 21 ans dans la prison et je suis sûr que jamais, même pas avec ces 21 ans, ces 12 ans pleins d'erreurs sont ils seront toujours avec moi. Bien, écoutez, je vous propose maintenant de passer au deuxième chapitre de notre émission, qui est votre vie aujourd'hui à Heidelberg. Depuis 2 ans, Albert Speer est devenu un auteur à succès. Ses mémoires écrits en prison sont traduits en 14 langues et se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Il ne décourage pas la curiosité de ceux qui veulent voir de leurs propres yeux un ancien ministre d'Hitler. Aujourd'hui, il reçoit un groupe d'étudiants américains qui parcourent l'Europe à la recherche de témoins de l'histoire. Albert Speer est aussi devenu une vedette de la radio et de la télévision. Il faut dire qu'il passe sans effort de l'allemand à l'anglais et au français qu'il a appris à la prison de Spandau. Yes, I think it's better in English, yeah? Yeah. First, I was not Reichskriegsminister, I was Minister of Armament. Anybody have a question that leads into that one? Randy? Well, I've got one on a different line now. You were suggesting... Votre nom figurait sur la liste du gouvernement qui aurait dû succéder à Hitler en juillet 1944. Pourquoi avez-vous été épargné après l'échec du complot contre Hitler? On this list, with a pencil, somebody made a question mark behind my name and said, if possible. Yeah? And this, if possible, could easily be, what was the truth, could easily be recognized as said I wasn't asked for, because if I would have been asked for, it wouldn't, he wouldn't have needed to write if possible. I think that was the two lucky circumstances. Voilà, vous ne remarquez pas, c'est 150. Sans bruit, le moteur est sans bruit. Le vent, naturellement, fait le bruit. Monsieur Speer, vous recevez souvent des visiteurs étrangers, des étudiants étrangers? Oui, chaque quelques mois, je pourrais dire, j'ai des visites des étudiants où je vais à des universités
d'Allemagne pour discuter un peu avec les étudiants. Pourquoi est-ce que vous faites ces discussions? Je pense que la jeunesse a un droit à savoir comment les choses se font. Et aussi pour eux, il est intéressant à parler avec un témoin on peut presque dire d'histoire. Et si on dit la vérité, peut-être pour eux, c'est une lehre, un enseignement. Ja, un renseignement pour toute la vie. Ist gut, Bello, das kann man sprechen. Na komm, nimm's mal schön, komm. Nein? Na komm. Retraité de l'histoire, Albert Speer vit aujourd'hui avec sa femme dans la maison de famille de Heidelberg. Mais la maison appartient aujourd'hui à ses enfants, car tous les biens d'Albert Speer lui ont été confisqués. Bello, du kannst es nehmen. Ses 6 enfants font tous de brillantes carrières dans les affaires ou l'université. Son fils aîné a suivi la tradition. Il est à son tour devenu architecte. Albert Speer parle même anglais avec ses petits-enfants. L'une de ses filles, mariée, vit aux États-Unis. Hast du es geklaut? Ja? And Laura? She has nothing? What do you mean nothing? Nothing? You have nothing to eat? No. No? Ici, vous avez aussi, je crois, des photos de votre jeunesse et des photos de votre carrière quand vous étiez architecte et ensuite ministre. Ils sont Tout est classé ici, toute votre vie est classée. C'était nécessaire pour le livre. Ce sont des photos personnelles et ce sont des photos des bâtiments. Et aussi ce sont des photos des bâtiments. Et dans chaque enveloppe, un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? C'est mon atelier à Obersalzberg, que je faisais les dessins. C'est là encore, c'est un club maintenant dans ce bâtiment. Vous avez préparé tous ces dossiers pour écrire votre livre? Oui, c'était nécessaire et aussi cela me plaisait à faire un peu d'ordre dans la vie passée. Ça, ce sont donc les lettres de votre femme? Ce sont des et de vos lettres enfants. ce sont Pendant des 20 ans. lettres que j'ai écrites, ce sont les lettres de ma femme. Et ce sont ici, ce sont les lettres des enfants, des 6 enfants. Tout séparé, chaque enfant a son couleur. Et maintenant, pour chaque enfant, c'est l'histoire de sa vie jusqu'à la jeunesse, de la jeunesse jusqu'à maintenant, jusqu'à 66. Est-ce qu'on peut voir une de ces lettres? Oui, c'est possible. Montrez-moi par exemple les lettres de votre dernière fille. C'est Vous ici. les avez gardées? Oui. C'est ici, voilà. C'est intéressant parce que, plus triste qu'intéressant, qu'elle m'a écrit, comme elle était une très petite fille en 47. 47, ça oui. Elle me faisait un calendrier. En 48. Pour 48, oui. Ici, elle écrit, maintenant je vais au lit, bonne nuit. Est-ce que votre éditeur vient souvent vous voir? Pas trop souvent, nous voyons chaque quelques mois pour discuter des problèmes. Naturellement, avec un livre, c'est toujours des problèmes. Maintenant, c'est le problème si on fait un film de ce livre, mais nous ne sommes pas encore décidés. Qu'est-ce que faire? Vous voulez faire un film avec votre livre? Non, c'est pas encore décidé. Ce n'est pas à nous. Si ce sera un propos très sévère, des gens qui sont un peu avant-gardistes, peut-être nous le ferons. Et votre éditeur, qu'est-ce qu'il pense de ce film?
Ja, ich soll Sie nun fragen, was Sie davon denken, einen Film zu machen. Ich war etwas negativ eingestellt. Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob ein Film gemacht wird. Wäre für mich als Verleger entschieden, obwohl Sie als Autor Zustimmung geben müssen, sondern mein Problem wäre, was für ein Film wird gemacht. Und ich würde sagen, das Problem ist, dass es kein Hollywood-Film wird, der das Dritte Reich als ein Cécile DeMille-Spektakel darstellt, sondern der Film auf einem angemessenen intellektuellen, politischen und artistischen Niveau liegen muss. Nous sommes d'accord parce que je pense aussi que le livre a un certain niveau et ce sera dommage que le film sera sous ce niveau. À Spandau, j'ai eu une chance avec un ami. C'était un Hollandais qui était infirmier. Il me donnait des papiers pour écrire mes souvenirs. Et c'était tout secrètement. Parce que c'était interdit. C'était interdit, oui. Et c'était dans une écriture très mince, notamment pour épargner le papier. Et ce sont beaucoup, c'est à peu près plus que 2000 pages écrites avec la machine. Comment est-ce qu'il vous apportait le papier? Comment est-ce qu'il pouvait vous le donner? Oh, c'est toujours dans une prison, c'est toujours une chance pour un infirmier à me donner quand il donne quelques médecins. Et nous avons eu naturellement des arrangements quand il a eu un stylo dans la poche. Je savais qu'il m'apporte quelque chose. Ou quand je le demandais de quelques tablettes de vitamines, il savait que moi, je veux lui donner un travail fini. Et ensuite, alors lui, il sortait le manuscrit il sortait de la prison à un ami, pas à la famille parce qu'on ne savait pas si la famille est contrôlée. Certainement pas, mais on était un peu incertain. Est-ce que quelqu'un savait que vous écriviez? Personne des gardiens, naturellement, parce qu'il aurait dit au directeur que c'était un peu dangereux. Mais j'aimais vivre un peu avec un petit risque. Comment est-ce que vous faisiez? Vous n'étiez pas surveillé par le gardien? Les gardiens, ils se promenaient dans le couloir et ils ne pouvaient rien voir parce que j'ai eu un grand livre sur mes genoux et tout était caché par le livre et je pouvais regarder les gardiens quand ils venaient et quand quelqu'un voulait ouvrir la porte, fermé 2 fois. Cela faisait assez de bruit, j'ai assez de temps pour cacher les papiers dans mes pantalons. J'ai touché pour cette chose, touché le premier bouton était ouvert et je pouvais cacher dans une seconde et je fermais le bouton aisément quand le gardien venait dans la cellule. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce manuscrit? Pourquoi est-ce que vous avez écrit ces mémoires? Plus ou moins, c'était pour mes enfants, parce que j'étais un peu... je craignais un peu que mes enfants, qui n'ont pas eu connaissance du procès de Nuremberg et mon attitude dans ce procès, parce qu'il était trop jeune, sont haineux, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que moi, j'étais à Spandau. Et je voulais dire que quand ils lisent ma vie, que c'est une culpabilité, et cette culpabilité justifie mon emprisonnement. Albert Speer vit retiré, loin de toute vie mondaine. Il sort très peu, seulement pour affaires. Il est aussi conseiller de plusieurs grandes entreprises allemandes. Mais plusieurs fois par semaine, Albert Speer reçoit la visite de ses lecteurs, venus pour faire dédicacer son livre
et pour lui poser des questions embarrassantes. Can you tell me your name? Gary Smith. Gary. Gary Smith. That is G-A-R-Y. a Smith like a normal Smith. Right, right. Vous recevez beaucoup de lettres? Ce sont beaucoup de lettres, et chaque jour la même chose. Et les lettres sont de la France maintenant, d'Amérique, de la Suisse. Et comme je peux voir jusqu'à maintenant, ce sont plus de lettres favorables, mais une lettre est un vieux Allemand qui vit maintenant dans la Suisse et il n'est pas satisfait avec le livre. Il dit que les choses ne se passaient pas comme je dis, que le peuple allemand n'est pas du tout coupable et autrement il est fâché avec moi. Mais cela arrive quelquefois et c'est pour moi aussi bien avoir les deux côtés. Autrement, on peut toujours avoir une autre opinion et je répondrai même ces lettres et je me défendrai. Vous répondez à toutes les lettres? Je réponds à toutes les lettres, mais naturellement c'est maintenant un peu dur. C'est trop de travail, chaque jour, quelques jours, seulement pour répondre des lettres. J'espère qu'un jour ça diminue et cela cessera et je peux reprendre un vie normal parce que être repoussé dans ce temps de Hitler chaque jour, cela n'est pas très agréable quand on peut imaginer. On veut avoir aussi son vie privée. Voilà. Troisième chapitre de notre émission. Une première question se pose à laquelle, me semble-t-il, vous n'avez pas encore apporté jusqu'ici de réponse très claire. Et elle concerne la nature de vos relations avec Hitler. Comment expliquez-vous que Hitler ait fait de vous un de ses intimes? C'est une question qui est beaucoup de fois demandée par des intervieweurs d'Amérique ou d'Allemagne, parce qu'il ne peut pas comprendre au fond qu'un homme avec mon intelligence peut suivre un homme comme Hitler et son entourage. Et je pense que c'est vraiment très difficile à comprendre, même pour moi aujourd'hui, parce que naturellement j'étais séduit quand j'ai eu 24 ans par les ordres de Hitler comme architecte. Et la séduction pour un jeune homme est très grande. Je n'ai pas eu l'expérience de l'âge. Mais à l'autre côté, je ne peux pas dire, pour m'excuser, que j'étais fasciné de Hitler, comme il était certainement les jeunes gens nous avons vus sur l'écran à Nuremberg. J'étais toujours un peu réservé, comme vous avez entendu par Madame Göring. Et quand même, je suivais Hitler. C'est plus la fascination d'être un homme
dans une grande escale du gouvernement entre les architectes, à être honoré, à être toujours au milieu des affaires, que la fascination de Hitler. Mais je voudrais bien dire que ce n'est pas bien à négliger la fascination qui était, Hitler pouvait donner à des autres. Et je pense que dans les derniers mois de la guerre, on le voit nettement, j'ai essayé à décrire cette attitude schizoïde de moi. Je luttais contre Hitler et j'étais encore avec lui. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que Hitler, lui, a fait de vous un de ses amis? J'ai dit dans le livre que Hitler n'a jamais eu des amis. Et je disais au procès de Nuremberg que si Hitler aurait eu des amis, j'étais un de ses amis. C'est ça. Hitler aimait dans ma personne que je suis jeune, que je suis un architecte, que je suis un collègue, que peut-être que je réalise son rêve de sa jeunesse. C'est ça. Je vais vous poser une question peut-être embarrassante. Est-ce qu'il n'y avait pas dans vos relations avec Hitler un élément d'homosexualité latente? Je ne peux pas dire, personnellement, je ne crois pas que Hitler a eu des traits d'homosexualité parce qu'il aimait beaucoup à parler des femmes et vous savez bien que c'était Eva Braun qui était chez lui. Sa maîtresse, oui. En 1945, tout au début de 1945, vous avez songé à assassiner Hitler. Pourquoi? C'était clair que Hitler voulait détruire le peuple allemand. Il a dit quelquefois que le peuple allemand n'a pas le droit à survivre quand la guerre sera terminée, sera perdue. Et je pensais c'est nécessaire, cela me donne le droit à faire tout ce que je voulais faire avec lui parce qu'il est hors de tout droit légal. Mais c'était seulement un épisode et j'ai écrit dans mon livre que cet épisode est un peu ridicule parce que je ne réussissais pas que les premières idées de cet assassinat. C'est ça. Quelques semaines après, vous avez rendu une dernière visite à Hitler dans son bunker de Berlin. Hitler alors préparait son suicide et vous avez proposé à Hitler de mourir avec lui. Pourquoi? Ce n'était pas quelques semaines, c'était quelques mois après, parce que l'idée de l'assassinat était en février, l'autre chose était... En avril 1945. Le 23e avril. Je ne proposais pas à Hitler à mourir avec lui, mais c'était entendu quand je viens à Berlin, dans le bunker, que peut-être je serais un des quelques qui finiront leur vie là, avec lui. Mais en même temps, j'ai écrit à ma femme une lettre qui était pour dire que je reviendrai en tout cas, parce que moi je voulais seulement dire adieu à lui. Je pensais que c'est nécessaire. Il était mon chef et il me traitait bien comme architecte. Et maintenant, les choses étaient finies. Et ce n'était pas bien avant sa mort à penser à toutes les choses qui ne se
allait pas avec nous. Mais en tout cas, je ne voulais pas être avec lui et mourir avec lui. Pourquoi est-ce que Hitler, selon vous, a risqué la guerre mondiale? Certainement, il ne voulait pas la guerre mondiale. Il voulait faire sa politique d'un pas après l'autre. Et après, il a réussi avec la Tchécoslovaquie, à occuper la Tchécoslovaquie. Peut-être il pensait qu'il aussi réussira à occuper la Pologne, parce qu'il pensait au fond, et c'était son expérience avec la conférence de Munich et après les événements dans la Tchécoslovaquie, que les alliés du West sont très lâches, n'ont pas d'énergie, ils manquent d'énergie et il certainement ne commencera pas une guerre mondiale. Quand est-ce que Hitler, pour la première fois, vous a parlé de ses plans de guerre? L'occupation, notamment de l'invasion de la Pologne. Il n'a jamais parlé de cette chose parce que c'était une des choses formidables dans le Troisième Reich, que les responsabilités étaient séparées. Il parlait seulement avec ceux qui étaient concernés avec ces événements. Et par ça, il pouvait réussir à avoir les secrets jusqu'à la dernière minute, comme en Norvège, Danemark ou en Russie même. Et la Pologne, par exemple, vous avez appris l'invasion de la Pologne dans le jour où la chose est arrivée. Yeah. Comment est-ce que Hitler réagissait quand, après les premiers succès foudroyants, vint le temps des revers, vint le temps des défaites? Comment est-ce qu'il se comportait à ce moment-là? Il était dans son quartier général pendant la campagne en Pologne et je ne l'ai pas vu dans ce temps-là. Après, quand j'étais ministre, j'ai eu beaucoup d'occasions à voir comment il réagissait. Quand les événements étaient bien, il les réalisait avec tout son cœur. Quand les événements étaient mauvais, il ne voulait pas réaliser que c'était lui qui a donné les ordres. C'était toujours des autres qui ont fait les défauts. C'était toujours la faute des autres. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de détérioration mentale chez Hitler à mesure que la guerre tournait mal? Je ne pense pas, parce que ce sera pour lui une excuse pour ce qu'il voulait faire au peuple allemand, détruire tout. Je pense qu'il n'était pas hors de lui-même, et nous avons la preuve avec son dernier testament qu'il a fait avec Bormann et Goebbels, qui est très bien fait et avec qui il veut s'excuser et veut donner à l'histoire une image plus favorable. Mais enfin, d'après vous, est-ce que Hitler était sensible aux misères de la guerre? Est-ce qu'il se rendait compte de l'ampleur de la catastrophe qu'il avait déclenchée? Non, il évitait, par exemple, à voir les résultats des bombardements. Il était souvent invité par Goebbels, par moi, à visiter les villes bombardées. Nous lui avons dit que Churchill, il visite toujours London ou les autres quartiers qui étaient vraiment dévastés, mais il ne voulait pas. Et c'était pour Goebbels, il était très déçu. Si Hitler avait eu la bombe atomique à la fin de la guerre, en 1945 par exemple, est-ce que vous pensez qu'il l'aurait utilisée?
Oui, heureusement, il n'a pas eu, parce que c'était certain pour moi qu'il aura eu la bombe atomique. Nous ne serions alors pas là pour pouvoir faire une émission. C'est mieux faire l'émission qu'avoir la bombe atomique dans les mains allemandes. En 1942, vous êtes donc devenu ministre de l'Armement, un ministre qui a très rapidement pu enregistrer des succès foudroyants. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le premier chapitre de notre émission. En 6 mois, par exemple, vous êtes parvenu à doubler la production des munitions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de ces succès? Je ne peux pas dire que je ne suis pas fier, parce que pour moi, c'était étonnant dans ce temps que moi, comme architecte, peut avoir de succès comme organisateur. Mais naturellement, je ne suis pas fier qu'avec mon travail, la guerre était pouvait suivre, prolongée pour plus que peut-être une demi-année ou plus. Oui, on a même dit que sans vous, sans vos succès, la guerre aurait pu déjà se terminer en 1943. C'est possible, mais on ne peut jamais dire, parce que ce sont les sources qui... non, parce que Hitler était encore loin dans la Russie et les alliés de l'Ouest n'étaient pas préparés pour l'invasion. On ne peut vraiment pas dire pendant une guerre qu'est-ce qui arrive, si ou pas. C'est toujours bien sûr un peu douteux. Mais enfin, on peut penser que sans vous, il y aurait eu malgré tout moins de victimes. Naturellement. Alors, je le sais. Pour parvenir à tous ces succès, vous avez recouru à de la main-d'œuvre forcée, il y a des déportés, à des prisonniers, à des gens des camps de concentration. Tout cela, au fond, vous a amené à traiter des millions d'êtres humains comme des bêtes. C'était pas... je ne suis pas d'accord avec votre rapport dans le film de ce sujet, parce que ce n'était pas moi qui étais responsable pour le traitement des ouvriers ou le traitement des prisonniers de guerre ou des prisonniers dans les camps de concentration. Naturellement, c'était les offices qui se concernaient avec ces choses. Moi, aussi dans le procès de Nuremberg, dans le texte du verdict, c'est bien dit que ce n'était pas moi. C'était moi seulement, pas seulement, ce n'est pas le mot, c'était moi qui demandais à avoir plus et plus de main-d'œuvre. Et mais dans ce verdict, il dit que moi, j'essayais le mieux pour avoir bonne nourriture pour les prisonniers. Naturellement, c'était une question très réalistique pour moi, parce que sans nourriture, il ne pouvait pas travailler assez. C'est une question d'efficacité économique. Oui. Enfin, vous saviez qu'il y avait des déportés et des prisonniers qui travaillaient dans vos usines. Ça, vous le saviez. Et volontairement, j'ai dit au tribunal à Nuremberg les faits. Vers la fin de la guerre, Hitler donc voulait détruire tout l'appareil industriel allemand pour créer un désert devant les troupes alliées. Vous-même, vous vous êtes opposé à ces ordres d'Hitler. Vous avez donné d'autres ordres. Pourquoi? Parce que je pensais que, naturellement, le peuple allemand a un droit à survivre la guerre. Et parce que à survivre. Survivre. Oui. Et parce que je faisais la même chose en France, en Belgique et en Hollande, et j'ai réussi là-bas dans ces pays aussi. Et pourquoi pas maintenant, pourquoi détruire maintenant l'industrie d'Allemagne? C'était une folie. Un chapitre maintenant particulièrement douloureux qui est celui des Juifs. Vous avez raconté au procès de Nuremberg que vous ignoriez tout, que
que c'est au procès de Nuremberg même que vous avez appris l'ampleur de l'extermination des Juifs, que c'est à ce procès de Nuremberg que vous avez appris ce qu'on appelait la solution finale. Mais on a tout de même de la peine à croire qu'une personne comme vous, qui était si proche de Hitler, pouvait alors ignorer ce qui se passait. Mais c'est très bien à comprendre parce que Hitler n'a jamais dit à aucun ce qui ne le concerne pas. Peut-être, sûrement, il a parlé de ces choses avec Bormann ou avec Himmler ou avec Goebbels et Göring, mais pas avec moi. Moi, je me gênais, j'étais embarrassé à Nuremberg à dire que je ne savais pas. Et pour éliminer cette faute, je disais que je suis responsable pour tout ce qui est arrivé après 1942, et ça a été compris aussi l'élimination des Juifs. C'était même maintenant au juge à décider. Mais comment est-ce qu'une telle chose, comment est-ce qu'un tel processus d'élimination de 6 millions de Juifs, est-ce que cela pouvait être tenu secret? C'est aussi une conséquence de notre vie moderne, de la technologie, parce que dans les anciens temps, ce ne sera pas possible à tuer des millions, mais maintenant, on a tué avec une machine, et cette machine a eu, pour servir cette machine, on a eu besoin peut-être quelques douzaines de peuples de la SS, et avec ça, le secret, ça pouvait rester un secret. Mais vous-même, vous voyagiez beaucoup à ce moment-là en Allemagne. Vous saviez forcément qu'il y avait des camps de concentration. Naturellement, je savais, et je demandais de Himmler quelquefois que les prisonniers des camps de concentration travailleraient dans notre usine. Et si j'aurais su que c'est des millions qui seront tués, certainement ce sera un document quelconque dans les archives que je demandais à Himmler à finir de tuer et laisser travailler pour moi. Oui. Enfin, vous n'ignoriez pas la haine de Hitler pour les Juifs. Non, c'était plein qu'il hainait les Juifs, mais il n'a pas dit qu'il les veut éliminer. Et vous-même, est-ce que vous étiez antisémite? Non, je ne peux pas dire que j'étais vraiment un antisémite parce que j'ai eu quelques amis entre les Juifs et je les ai aidés comme beaucoup de monde ont fait en Allemagne avant la guerre. Ce qui me rend plus coupable que j'aurais été haineux et j'aurais été un homme assez fasciné par cette idée. L'antisémitisme de Hitler ne vous gênait pas? Non, il ne m'a pas gêné parce que je pensais, je ne suis pas un homme politique. C'est étonnant quand je le vois aujourd'hui. Même j'ai écrit à Hitler en 1943, je pense, que moi, je suis seulement satisfait de mon travail quand je ne suis pas traité comme un politicien. Enfin, si vous aviez su, si vous aviez eu connaissance de l'extermination des Juifs, est-ce que vous auriez fait quelque chose? On ne peut pas dire sûrement, mais peut-être ça aurait été une situation pareille à l'autre situation avec Hitler quand il a dit qu'il peut détruire toutes les chances du peuple allemand. Vous auriez, vous pensez, essayé de sauver des Juifs? J'aurais certainement essayé de sauver des Juifs parce que j'ai aussi dans mes archives une déclaration d'un homme qui travaille avec moi dans mon ministère. Et c'est sur une lettre qui
demandé une punition pour un de mes collaborateurs parce qu'il a dit je connais des juifs qui sont bons. J'ai écrit, moi je connais aussi beaucoup qui sont bons. Le procès de Nuremberg maintenant. Au procès de Nuremberg, vous avez assumé les crimes du Troisième Reich, mais vous n'avez pas plaidé coupable. Il y a là une nuance qui me paraît difficile à comprendre. C'est très facile à comprendre parce que le procès de Nuremberg était fait dans le système anglo-saxon. Dans le procès anglo-saxon, on a seulement la chance, au commencement du procès, à dire si on est coupable ou pas. Et si on dit oui, on est coupable, le procès est fini. Mais maintenant, à Nuremberg, c'était une accusation générale et pas une accusation pour chaque personne. Si j'aurais dit je suis coupable dans le sens de l'accusation, j'aurais dit, et ce n'était pas la vérité, que je suis coupable pour tous les crimes qui étaient commis par les SS. Et je demandais par mon avocat si je peux ajouter quelques mots, mais le tribunal a dit non, ce n'est pas permis. Est-ce que vous vous considérez... Donc aussi, pendant le procès, je n'aurais jamais dit que je suis coupable. Je dirais seulement que je suis responsable parce que je pensais que c'est au juge à dire que comment ma responsabilité est une culpabilité. C'est ça. Mais vous vous considérez comme personnellement responsable des crimes du Troisième Reich? Oui. Après 20 ans passés à Spandau, donc vous êtes retourné dans la vie civile, si j'ose dire. Est-ce que cela a été difficile pour vous de retrouver une existence normale dans le cadre de l'Allemagne? Ce n'était pas difficile à retrouver la vie normale parce que ma famille était intacte et c'était dans mon faveur que je pouvais vivre dans la vie où j'étais pendant ma jeunesse. Mais je ne réussissais pas à prendre ma profession comme architecte. J'ai eu quelques travail pour conseiller des firmes, mais aussi cela n'était pas assez. Et je commençais à écrire le livre qui était déjà écrit dans Spandau, mais à réécrire. Et cela m'occupait pour les derniers 4 ans. Enfin, à Heidelberg, aujourd'hui, vous semblez mener une vie assez retirée, assez solitaire, non? Je voudrais bien avoir une vie retirée, mais le passé est toujours là. Vous êtes là aussi. Et cela est l'épreuve que je ne peux pas m'enfuir du passé. Vous avez donc publié vos mémoires qui sont devenus un best-seller un peu partout dans les pays occidentaux. Il est donc question, on l'a vu tout à l'heure, d'en faire un film. Tout cela, j'imagine, vous apporte une fortune appréciable. Certains pourraient s'étonner que vous gagniez de l'argent avec ce qui était une tragédie du monde. Naturellement, c'est une question. Pour moi, ces 4 ans étaient beaucoup de travail et je suis assez adroit pour gagner ma vie autrement. Et j'aurais gagné beaucoup, pas seulement beaucoup dans ces années, mais aussi j'aurais une meilleure situation pour gagner les autres années qui sont avant moi. Mais je suis conscient de cette question et je donne à peu près la même somme que j'ai reçue nette quand j'ai payé mes impôts, tout, à des fondations ici en France, par exemple, ce sont pour les Juifs. Enfin, s'il y avait finalement une
une seule leçon à tirer de tout ce que vous avez vécu, quelle serait cette leçon? C'était la même idée qui me frappait pendant le procès de Nuremberg et qui était le thème de mes derniers mots dans le procès. Nous avons entendu dans le film que Hitler n'était pas seulement un événement de Hitler lui-même, c'était un résultat aussi de notre vie moderne, de la technologie, parce qu'un homme comme Hitler, il ne pourrait pas réussir à fasciner tout un peuple comme il a fait avec les Allemands. Il ne pourrait pas réussir à tuer millions de Juifs et des adversaires sans la technique. Et vous rendez la technique responsable de tout cela? Non, ce n'est pas. Je ne veux pas dire que la technique est une excuse pour Hitler, mais c'est intéressant à savoir que l'ensemble de Hitler et la technique a créé une grande danger qui est nécessaire à réaliser aussi pour le futur. Je vous remercie.